Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine sur l'émission politique spéciale élection communale 2018. Et nous avons ce soir sur le plateau d'Al-Mouatine le parti Vlaams Belang. Et nous avons deux personnes qui représentent le parti à Bruxelles ce soir ici. Donc nous avons Bob de Brabander et nous avons Patrick Sisler. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Bob, bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez 10 principes exigences du Vlaams Belang et oui, vous m'avez envoyé en tout cas les 10 principes que j'ai devant moi ici. Donc le premier principe, donc vous parlez d'une critique à l'égard de plusieurs ASBL qui reçoivent de l'argent des institutions et qui échappent totalement au contrôle du politique, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Voilà, nous voulons mettre un fin au jeu politique avec la monnaie qui vient des impôts. Oui. Et ce qui est le problème, c'est pas vraiment que la contrôle échappe à la politique, c'est que la contrôle échappe des citoyens, parce que ce sont les citoyens qui payent les impôts et ils savent pas ce qu'ils font avec leur monnaie. Et vous avez des preuves comme quoi il y a des ASBL qui reçoivent de l'argent, qui détournent de l'argent. En fait, ça tient à la mécanique même du système. Oui. C'est-à-dire que lorsque une commune, et toutes les communes sont dans le même cas, oui, et lorsqu'une commune souhaite investir de l'argent, pour l'argent des contribuables, dans une opération, que ce soit mobilière, para-immobilière ou d'aide aux chômeurs, etc., à travers une ASBL qui va être donc subsidiée comme une ASBL d'intérêt public, ce qui va leur permettre en réalité deux choses. Ça va permettre d'engager des gens sans passer par un contrôle d'embauche sur la qualité du personnel qui va être engagé, mais de la même manière, ça permet d'échapper à tout contrôle, puisque les ASBL, on ne peut pas dans un conseil communal discuter des assemblées générales ou du contenu des assemblées générales des ASBL. Ce sont deux mondes tout à fait différents. Et donc, mais par contre, elles sont financées pratiquement à 100% par la commune. Par la commune, mais aussi par la région, mais aussi parfois par le fédéral, mais aussi parfois par les objectifs 1, 2 et 3 dans toute l'évolution du temps avec les subsides européens. Et donc, il y a une nébuleuse de subsides qui arrive de tous les côtés. Et c'est vrai que ces ASBL ne sont pas contrôlées démocratiquement. Elles sont sans doute en contrôle. Il n'y a pas de interne, transparence, pas du tout. Mais le citoyen, le contribuable, celui qui finalement finance l'opération, n'a pas le droit de regard sur la manière sur qui est engagé, sur comment on engage, ce qu'on y fait réellement, à quoi a servi cet argent qui est le produit, le fruit du travail de nos concitoyens. Donc, Patrick, concrètement, qu'est-ce que vous demandez? C'est d'avoir un contrôle direct sur... Un contrôle direct, c'est-à-dire de supprimer toutes les délégations de pouvoir de la commune vers les ASBL et récupérer ce pouvoir vers le conseil communal où peut s'opérer un contrôle politique via les partis d'opposition. Qui va décider alors à ce moment-là, qui octroie les subsides. Voilà. Et donc, nous pensons que par exemple, je prends un exemple comme Scarbeck, qu'il y a un véritable réseau d'ASBL qui servent à aider la réinsertion des chômeurs et qui doivent les aider à rédiger leur curriculum vitae, etc. Tous ces principes sont excellents et ce sont d'excellentes idées et de bonnes initiatives. Seulement, on s'est rendu compte avec le temps que bien de ces ASBL sont des coquilles vides, qu'on a engagé un peu n'importe quoi, la copine du copain, la belle-mère du perroquet, etc. Ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Surtout que c'est l'argent de l'argent des contribuables. Et donc, ce que nous disons, c'est que mieux vous créez alors un bon service à l'intérieur de l'administration communale qui va directement gérer toutes ces questions et aller directement à l'aide des chômeurs et les aider à se réinsérer dans le monde de l'emploi et sur le marché de l'emploi. On n'a vraiment pas besoin de SAS ou d'étapes intermédiaires. Il faut aller directement du citoyen vers l'autorité communale. C'est pour ça qu'elle a été créée. C'est l'autorité qui est la plus proche du citoyen. Il faut en faire usage. Et toute autre formule, comme celle de ces ASBL, est vraiment un détournement de démocratie et nous sommes complètement opposés à ça. Il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on a besoin de si beaucoup d'ASBL pour faire toutes ces choses? Il y a quand même plus de 20 000 ASBL à Bruxelles. C'est énorme. Est-ce qu'on a besoin de ça? Moi, je pense que non. Oui. Ok, donc ce point-là est clair. Donc on passe au point suivant. Ici, le deuxième, c'est par rapport au bilinguisme. Donc vous parlez vraiment de la nécessité d'avoir le bilinguisme à Bruxelles. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez dire, Bob, par rapport à ça?
Oui, Bruxelles est une ville, est une région bilingue, et en fait, ça, il faut que ça se reflète dans les communes aussi. Mais ça, c'est pas comment ça marche aujourd'hui. Non, la vérité est que la plupart des communes, je pense que toutes les communes sont en faute avec la loi sur le bilinguisme à Bruxelles, et ça, on n'est pas d'accord. Et comment on va Ce le qui est mettre aussi en place un problème. pratiquement et concrètement, comment vous allez le mettre en place? Les lois sont déjà là. Il faut justement respecter les lois. C'est tout ce qu'on demande. C'est vrai qu'on peut peut-être jeter la balle dans le camp de la communauté française, enfin, Wallonie-Bruxelles, comme on l'appelle comme ça, illégalement. Mais la communauté française, on constate bien qu'il y a presque une volonté délibérée au sein de la communauté française et de l'enseignement qui en dépend, de prodiguer un enseignement qui tend vers le bilinguisme. Et donc, il y a une sorte comment dirais-je, d'impérialisme francophone sur cette question-là qui est désagréable. Qui est désagréable parce qu'effectivement, comme le disait Bob tout à l'heure, le bilinguisme à Bruxelles n'est pas un phénomène politique, c'est institutionnel, ça fait partie de la Constitution, ça ne se discute pas, on ne discute pas la loi, ou alors il faut trouver une majorité des 2/3 au fédéral pour changer la Constitution. C'est pas le cas, donc ce bilinguisme doit être conservé. Il n'y a rien de plus... Moi qui suis évidemment de sensibilité, de culture plutôt francophone, quoique étant très engagé aux côtés de mes camarades du Vlaams Belang, je constate une chose qui est abominable à Bruxelles et on oublie parfois, les francophones n'en sont pas conscients. Mais vous savez que dans les services d'urgence de pratiquement tous les hôpitaux bruxellois, sauf peut-être l'UZJ, d'ailleurs, c'est une exception, c'est un hôpital néerlandophone, il est impossible, pratiquement impossible d'être aidé dans sa langue maternelle, qui est en le néerlandais en l'occurrence. On va pouvoir être aidé en français, sans doute en roumain, sans doute en bulgare, sans doute toute une série de langues qui sont pratiquées maintenant tant par le service hospitalier, par les employés hospitaliers, par les médecins, etc. Mais le néerlandais, pratiquement personne ne Il y a aussi un handicap chez les jeunes, par exemple. Il y a un pourcentage quand même très élevé qui sont au chômage, qui ne trouvent pas de travail à cause justement du manque du bilinguisme. Et donc nous, comme parti néerlandophone présent à Bruxelles, qui utilisons le bilinguisme, qui imposons le bilinguisme au quotidien dans notre travail politique, dans nos rapports avec nos électeurs, dans nos rapports entre collègues, nous sommes parfaitement bilingues. Nous voulons appliquer le même système. Pourquoi ça se passe pas, c'est ça? Pourquoi ça ne se passe pas? Je ne sais pas. C'est une volonté, je pense, du politique. Mais il y a beaucoup de partis politiques néerlandophones d'éliminer, de définitivement éradiquer les flamands aussi qui sont ici, qui font pas mal d'efforts. Il y a beaucoup d'associations qui ont des projets justement dans l'apprentissage, etc., qui font un travail formidable aussi par rapport à ça. Mais il y a toujours alors... Je ne sais pas. Moi, je vois une grande part de la responsabilité dans l'enseignement prodigué par la communauté française. Et il faut vraiment mettre le paquet sur les langues. Et pas seulement le néerlandais. Évidemment, toutes les langues pratiquées en Europe doivent être pratiquées. Il faut que nous ayons des jeunes qui demain vont pouvoir prendre pleinement leur place sur le marché de l'emploi et pas seulement pour des emplois comment dirais-je, de peu qualifiés, mais enfin on a besoin aussi de gens qui vont devoir inventer et créer les entreprises de demain, qui vont elles-mêmes gérer l'emploi de demain. Donc il faut mettre le paquet là-dessus. L'enseignement flamand, par contre, a pris le pli depuis longtemps. Ça baisse un petit peu maintenant, on le constate, le monde politique flamand s'en émeut, il a raison. Mais jusqu'à présent, on a constaté que dans les gradations PISA que vous connaissez, on a toujours constaté que l'enseignement néerlandophone était parmi les plus performants du monde, à peu près à égalité avec le Japon, avec la Corée du Sud, etc. Donc c'est un acquis formidable. On se demande vraiment pourquoi la communauté française ne peut pas libérer les moyens nécessaires à ça. Et notamment l'enseignement de la deuxième langue nationale, qui est évidemment essentiel. Comment peut-on, par exemple, critiquer un certain refroidissement de l'attitude des néerlandophones par rapport aux francophones ou à la politique francophone, et en même temps faire tout pour créer le fossé. Est-ce que ce n'est pas peut-être aussi l'effet vice versa, parce que en Flandre aussi on parle pas vraiment le français.
Oui, mais la Flandre est pas... L'anglais, c'est presque la deuxième langue. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a eu une évolution. On a vu une évolution où avant, la connaissance du français était pratiquement généralisée et que maintenant, les élèves en Flandre font plutôt le choix d'une langue germanique. C'est vrai. C'est important. Tu voulais dire quelque chose? Bon, non. Maintenant, Patrick a déjà répondu à cette question-là. Au point suivant, donc le troisième point, c'est la sécurité. Oui, bien sûr. Donc la criminalité qui reste en fait un très grand problème dans la région bruxelloise. Oui, c'est vrai, c'est un des plus grands problèmes. Il s'agit de la grande criminalité, des nuisances sonores, le vandalisme, les incivilités, etc., etc. La sécurité est un des premiers droits des citoyens et c'est l'État qu'il faut le garantir. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas le cas. L'État ne garantit pas la sécurité de son citoyen. Si on marche dans la rue, c'est très facile de voir les problèmes. Mais pourquoi on fait rien? Je vous donne l'exemple du côté Alhambra, à Bruxelles-Ville, par exemple. Là-bas, il y a de prostitution, il y a des drogues dans la vue pendant toute la journée. On sait où est le problème, mais on fait rien contre ça. Voilà. Et ça, c'est le grand problème à Bruxelles. C'est un laisser-faire. Donc, c'est la police qui fait pas son travail encore. Peut-être la police fait son travail, mais c'est plutôt après que la police a déjà arrêté quelqu'un. Il est relâché après. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, ils sont obligés de Ils sont découragés, évidemment, à la fin. Et même la police, pour être un agent de police ici à Bruxelles, c'est quand même très dangereux. Si on regarde ce qui se passe, il faut lire les gazettes, il faut regarder la télé. On voit que la police, quand la police fait son travail, son boulot, ils sont attaqués par des jeunes et partout. Et mais voilà, ça n'arrête pas. Si on demande à la police de tout faire toute seule, il faut donner beaucoup de moyens à la police. Donc la police maintenant n'a pas énormément de moyens pour agir un peu partout. Mais peut-être qu'il y a une première piste à suivre et qui coûte pas cher, qui consiste à ce que la police puisse avoir confiance en l'autorité politique, en la tutelle politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on l'a vu il n'y a pas tellement longtemps. Rappelons-nous les émeutes assez graves qui ont eu lieu, Bouvard-le-Monnier, etc., où on a eu le témoignage après d'un certain nombre d'officiers de police qui ont dit, mais nous étions prêts, nous avions ce qu'il fallait, nous pouvions intervenir très rapidement sur les phénomènes qui étaient en train de se développer, mais nous avons eu des instructions de la part du bourgmestre de Bruxelles pour ne pas intervenir. Alors ça, pour eux, pour les policiers, c'est terriblement frustrant. Mais c'est encore plus frustrant et je dirais même dramatique pour les victimes, pour des dégâts qui ont eu lieu, et notamment ce couple qui avait un magasin de meubles là qu'on a vu à la télévision, etc. Et puis c'est décourageant pour n'importe quel citoyen contribuable qui dit mais moi je paye beaucoup d'impôts en Belgique, peut-être plus qu'ailleurs, certainement même, et donc j'ai l'impression de ne pas recevoir en retour, en tout cas sur l'aspect de la sécurité, mais pas seulement celui-là, les services qui devraient m'être rendus pour tous ces sous qui est le produit de mon travail et que je donne à l'État. Et donc il y a une défiance de l'État et une défiance sur l'organisation de l'État qui explique sans doute, pour porter le débat un peu plus haut, une défiance qui prend des proportions énormes, pas seulement en Belgique mais en Europe, et pas seulement à Bruxelles mais dans toutes les grandes capitales européennes, par rapport au refus ou du manque de confiance définitive qu'on a par rapport à la politique. Nous le sentons nous-mêmes dans cette campagne électorale. Pour les élections communales, nous sentons bien sur les marchés, lorsque nous allons à la rencontre des gens, les gens nous disent « Ne me parlez pas de politique, on en a assez, on ne veut plus rien entendre là-dessus, nous sommes dégoûtés ». Le même phénomène se répète partout. Et donc, c'est ce qui explique sans doute le succès de nos partis frères un peu partout en Europe, les partis qualifiés de populistes ou de nationalistes. Et donc voilà, il y a une grande frustration dans la population et certainement, pour revenir au sujet même, parmi le monde policier qui est au bord de... Vous savez que maintenant, pour parler de ça, de la sécurité, on est prêt à payer des primes, je dirais des primes de risque, pour avoir des professeurs qui seraient prêts à venir enseigner à Bruxelles. Alors moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, les paracommandos à l'armée recevaient une prime de risque quand ils sautaient en parachute. Maintenant, on va donner une prime de risque pour venir enseigner à Bruxelles. Mais et pourquoi, à votre avis? Eh bien, parce que les professeurs ne veulent pas venir enseigner à Bruxelles. Les policiers ne veulent pas... Peur? Oui, ils ont peur. Ils ont peur de problèmes de sécurité.
Il y a toute une série d'agressions qui ont eu lieu, qui ont fait la une des journaux à l'époque, toute une collection dans mes archives. Et donc les professeurs ont peur. Et les professeurs se parlent. Tu vas aller où? Ah, moi je vais aller travailler. J'ai trouvé un job aux arts et métiers. Ah ben non, non, ben ne va pas là. Écoute, tu es fou. Moi, le taux d'absentisme, le taux de maladie dans Molenbeek, Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, etc. est gigantesque. Donc personne ne veut venir enseigner là-bas. Donc on les fait venir, on s'est dit, on va leur donner une prime. Mais de la même manière pour les policiers disent non, bah, tu vas aller à Bruxelles, mais ne fais pas ça, c'est dangereux. Et donc c'est ce qui explique le manque cruel de policiers à l'effectif et d'enseignants pré-enseignants. Et donc Bruxelles est vraiment le parent pauvre de cet État fédéral. Est-ce que c'est pas parce que Bruxelles est une ville cosmopolite avec plus ou moins 180 nationalités différentes, etc. Probablement qu'il faut trouver peut-être d'autres processus de travail commun, d'autres mécanismes peut-être. Je crois tout simplement que les phénomènes ou les effets secondaires d'une immigration qui n'a pas été bien contrôlée, qui n'a pas été bien gérée, qui n'a pas été bien comprise, eh bien que ces effets secondaires se font jour aujourd'hui de manière plus accrue qu'avant, et que le monde politique qui était aux responsabilités jusqu'à présent se rend compte effrayé qu'ils ont créé une sorte de Frankenstein social dont ils n'ont plus le contrôle, et c'est tout le mythe du docteur Frankenstein, et ça leur échappe complètement. Alors maintenant, évidemment, la situation est tellement grave qu'il faut bien, malgré tout, trouver des solutions. On ne peut pas rester dans l'état où on se trouve. Et donc, pour trouver des solutions, eh bien, on ne les trouve pas forcément toujours dans les programmes qu'on peut lire des partis qu'on va appeler traditionnels. Et donc, à un moment donné, à des situations particulières, il faut parfois trouver des solutions particulières. Alors oui, nous, le Vlaams Belang, nous parlons d'ordre, de hiérarchie, d'organisation, de structure, de moyens, etc. Bien sûr, nous parlons de ça. Plus de moyens pour la police, plus d'encadrement pour les jeunes, moins de laisser-aller, moins de laxisme, plus d'autorité. Mais il faut aussi que au point de vue judiciaire, il faut que les parquets suivent, il faut que la justice suive. Et là, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, très justement, ça ne sert à rien d'aller arrêter quelques dealers qui vont être relâchés 2 heures plus tard parce qu'on n'a pas de place pour les mettre. Et donc, il y a toute la politique carcérale derrière. Donc, quand on aborde un problème pour la sécurité, on tire un fil, mais c'est évidemment un écheveau complet. Oui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plus ou moins 450 000 personnes d'origine étrangère à Bruxelles, donc c'est presque la moitié de... Comment vous allez pouvoir justement imposer votre vision du Vlaams Belang sans construire avec, d'un côté, la société civile, les associations, ces nationalités qui sont différentes, qui sont cosmopolites, et en même temps avec les autres partis traditionnels. Comment? Vous pouvez répéter une fois la question? Comment je veux imposer la vision du Vlaams Belang? La vision du Vlaams Belang. Voilà, il faut gagner les élections, c'est clair. Voilà, il faut gagner des élections et il faut que nous sommes en pouvoir. Voilà. Mais ce qu'il est la vérité, ce que c'est avec les partis traditionnels, avec le PS, le CDH, le CD&V, même la NVA, ça va pas changer. C'est que le Vlaams Belang qui dit, maintenant c'est trop. Maintenant il faut qu'on change la vision, qu'on change la vision sur l'intégration, parce que maintenant on demande rien aux nouveaux gens qui viennent dans notre pays. On demande rien, on dit voilà, ici tu peux habiter et tu fais ce que tu veux. Ça doit changer. Si vous me permettez, pour compléter le propos de Bob, je constate aussi que nous avions un plan politique, un programme politique, il y a déjà maintenant plus de 20 ans, qui s'appelait le 70 Plan, le plan en 70 points, qui était particulier pour l'immigration. Et à l'époque, nous avions été évidemment... C'était quand exactement? Comment? C'était quand exactement? C'est déjà les années 2000, avant, dans les années 90. Si vous voulez, je vous enverrai un exemplaire, parce que c'est intéressant à voir, parce que c'est sur base de ce document que notre parti a été condamné parce qu'on considérait qu'il ne respectait pas autant qu'il le faudrait les autres communautés qui vivent ici. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, de ces 70 points, il y a déjà plus de la moitié de ces points qui ont été repris, notamment par le gouvernement actuel.
Et que donc, c'est dire combien en politique et en philosophie politique, les choses peuvent évoluer. Combien ce qui peut être jugé aujourd'hui comme étant inacceptable et l'expression même d'une pensée diabolique peut se retrouver demain être quelque chose de tout à fait commun et d'une banalité absolue. Donc vous n'êtes pas contre l'immigration à la base, vous êtes à la base, non. Il s'agit pour le contrôle de le contrôle, le respect, et puis peut-être, et je ne pense pas que ce soit exagéré, de dire que toute personne qui vient chez nous, que nous accueillons chez nous, doit évidemment s'adapter et respecter nos valeurs, les lois, les règles, les notre culture, voilà. Et pas le contraire, bien entendu. Ce n'est pas aux gens qui sont là depuis X nombre de générations à dire tiens, bon, voilà, maintenant on va s'adapter. Ça ne va pas, et n'importe qui avec. Parlons simplement de sens commun et de bon sens. N'importe qui possède un peu de bon sens et un peu de sens commun va dire oui, c'est l'évidence. Et d'ailleurs, je crois que c'est comme ça dans la plupart des pays du monde. Et on a raison. Ouais. Et il n'y a rien, de discriminatoire ou de choquant là-dedans. Vous avez quelque chose à dire encore par rapport à ce point? Je pense que Patrick a déjà tout dit. C'est clair, oui. Ouais. Voilà. Donc on passe en fait à des communes authentiques. Là on parlait que certains quartiers de nos communes sont véritablement un ghetto. Dans le bruxellois autochtone, donc ici vous parlez d'autochtone, on vit depuis longtemps. Oui, parce qu'il ne se sent plus à la maison dans son propre commune. Voilà, donc vous parlez aussi, il faut également mettre terme à l'islamisation de notre société. Oui. Voilà, donc est-ce que vous pouvez m'expliquer ces deux choses-là? Donc, oui, bien sûr, c'est un fait que les autochtones fuient Bruxelles parce qu'ils ne se sentent plus à la maison dans son propre commune. C'est la vérité, si tu marches à Molenbeek ou même dans des autres communes bruxelloises, il y a des rues et des quartiers qui n'ont plus l'air d'être européens. Et il faut qu'on demande, ça c'est un peu la même discussion qu'on a déjà fait, il faut qu'on demande aux nouveaux venus qu'ils s'adaptent à nos valeurs, nos normes, notre culture. Mais la voilà, ça veut dire que c'est l'égalité femmes et hommes, la séparation d'Église et État. Et l'État, oui. Ouais. Et l'islamisation a quelque chose à faire avec tout ça. Hein. Il y a des écoles, par exemple, à Bruxelles, où les élèves ne reçoivent que la nourriture halal. Ça, pour nous, c'est inacceptable. Mais le musulman, lui, il mange le halal, il ne peut pas manger autre chose. Une petite nuance, peut-être, c'est que quand on dit pas de halal, nous disons pas de halal pour ceux qui ne veulent pas manger halal. Oui, voilà. Pas l'imposer, justement. Voilà, pour que les choses soient claires. Laissons le choix aux parents d'élèves et aux élèves. Là, ce sont des propos qui ne sont pas compris, justement. Ben voilà. Donc, qu'il y ait un régime particulier, puisqu'on le fait bien pour les végétariens, je vois pas pourquoi. Tout à fait. Le problème ne se pose pas fondamentalement. Reste le problème concernant l'abattage rituel qui, pour nous, pose problème, et pas seulement, pas du tout pour des raisons religieuses, mais tout simplement parce que le Vlaams particulièrement est très attentif au bien-être animal, et que donc pour nous c'est vraiment une question qui nous tarabuste, d'autant plus qu'on a vu à une époque il y avait eu de la peste des moutons là, etc., et on avait pu remplacer par une offrande financière, et donc on se rend bien compte que l'abattage rituel n'est pas une obligation religieuse formelle, et donc si on pouvait négocier de manière intelligente avec la communauté musulmane pour arriver à trouver... Justement, c'est ces négociations-là qui manquent actuellement. Mais tout à Parce que si on supprime le halal aux musulmans, et puis on supprime la fête du sacrifice, et puis alors on supprime le voile, et puis le musulman, mais il ne doit plus rien le rester. Laissons le Vlaams Belang négocier avec la communauté musulmane les conditions d'une bonne vie en bonne entente. Tout à fait, mais c'est ce dans qu'il la faut faire. cité. Je vous assure qu'on y arrivera plus facilement qu'avec les autres. Il faut ouvrir ce débat-là. Je pense que ça manque en tout cas pour que les choses soient claires, parce que en tout cas vos propos et votre programme est interprété autrement. Voilà, oui, mais la seule chose qu'il faut être clair, c'est que nous pensons, comme Vlaams Belang, que les lois qui sont votées, qui sont démocratiques, ils sont plus importants que les lois religieuses. Tout ce qui est loi, ça doit être respecté, bien sûr, c'est normal. Aussi simple que ça. Et donc, j'aimerais encore sur l'islamisation de notre société. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par l'islamisation? L'islamisation, c'est par exemple, comme j'ai dit, il y a des écoles où les élèves reçoivent plus que la nourriture halal. L'islamisation veut aussi dire qu'il y a des quartiers à Bruxelles, et moi je parle de l'islam extrême. Il y a des communes à Bruxelles, des quartiers à Bruxelles où, par exemple, des femmes qui sont pas voilées, qui sont insultées. Ça, c'est l'islamisation. Ça, c'est trop. Oui, ça, il faut... aussi
le problème de la mixité qui n'est pas toujours accepté, etc. Et donc on voit bien qu'il y a un glissement. Et alors on constate aussi... Il n'y a pas le bon vivre ensemble. Mais en plus, cette islamisation larvée ou plus visible, en fait, elle est acceptée pas du tout pour les bonnes raisons. Et que les partis traditionnels ne la diligentent pas pour des raisons ou de compréhension ou de tolérance ou d'ouverture. Il s'agit de prendre un électorat dans le sens du poil pour pouvoir s'adjuger ses votes au moment des élections. Et je trouve ça non seulement d'une hypocrisie inacceptable, mais en plus d'un mépris total pour les musulmans. Parce que c'est vraiment dire, vous êtes du bétail à voter, et puis on va vous agiter quelques histoires pour que ça vous fasse plaisir. Par exemple, il y avait une étude un professeur néerlandais, je pense que son nom était Ruud Koopmans, et il a constaté qu'un grand parti des musulmans à Belgique, qu'ils pensent que les lois religieuses sont plus importantes de suivre que les lois démocratiques. Et ça, c'est l'islamisation. Oui, mais ça, il faut pas faire d'amalgame. Le parti a pris position. Mais j'ai dit un grand parti, j'ai pas dit tous les musulmans. Un grand parti. Voilà. Donc, l'idée des musulmans représente plus ou moins 1 million en Belgique, 1 million de personnes. À Bruxelles, il y a plus ou moins 28%. Donc c'est comme une communauté très importante. Mais donc n'importe quel parti doit négocier et doit travailler avec cette minorité pour pouvoir justement mettre de l'ordre et mettre des règles et respecter la loi comme vous le dites. Mais si vous négociez pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc chacun de son côté va juger l'autre et alors on n'aura jamais un terrain d'entente. Vous aurez, je suppose, remarqué, comme vous êtes un fin observateur de la chose politique, que cet électorat arabo-musulman, principalement à Bruxelles, est pris dans le sens du poil dans les périodes qui précèdent les élections. C'est très important pour les élections. Tout à fait. Terminé, on oublie. Et cet électorat souffre parce qu'il a besoin justement de beaucoup de choses qui sont très importantes et beaucoup de clarifications, justement. Il faut éviter, comme le fait le PS, il faut arrêter avec du paternalisme. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Il faut arrêter de les prendre pour des gens incultes à qui on pourra faire gober n'importe quoi. Il faut des négociations entre gens qui vont se comprendre, qui vont se parler, qui vont parler la même langue sociale pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et construire la société ensemble. La communauté marocaine, par exemple, en Belgique, nous sommes à 4e génération. Est-ce qu'on peut parler encore d'immigration? Et donc c'est pour ça que le Vlaams Belang saute au plafond quand on voit que des jeunes, comme vous le dites, de la 4e génération ne sont pas encore tout à fait. Ça, je suis d'accord avec vous. Sur beaucoup de domaines, oui, tout à fait. C'est que le travail n'a pas été fait correctement. Mais bien sûr, mon arrière-grand-père, il est venu d'Allemagne, il est arrivé dans les années d'époque. En 1914, la guerre éclate avec les Allemands. Il a été se battre avec les Belges, il avait la nationalité belge. C'était fini. Il était devenu intégré, assimilé, on n'en parle plus. Tout à fait. Mais ici, 4e génération, et on a encore des problèmes, on se dit, mais ça a vraiment foiré quelque part. C'est vrai. Et qui a foiré? Mais c'est l'autorité publique, bien entendu, c'est le pouvoir politique qui, depuis 4 générations, a caché les problèmes, n'ont pas voulu le prendre à bras-le-corps et ont méprisé toute cette population. Ça, c'est notre analyse. Tout à fait. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ce point? Donc, on passe au point suivant. Donc, vous parlez des loyers abordables. Habiter à Bruxelles, vous dites, ça coûte trop cher. Le nombre de logements sociaux est dramatiquement insuffisant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Oui, on sait tout que habiter à Bruxelles est cher. Les maisons sont beaucoup plus chères que, par exemple, en Flandre. Moi, je viens de Flandre, je viens de Gand, mais maintenant quand je cherche une maison pour acheter à Bruxelles, c'est trop cher. C'est trop cher. Voilà. Et en même temps, à Bruxelles, il y a aussi beaucoup de pauvreté. Voilà, c'est une combinaison qui est pas très agréable. Mais ce qui me semble absurde, c'est que par exemple les logements sociaux, beaucoup de gens qui habitent dans les logements sociaux sont des personnes qui ont même pas la nationalité belge. Ça c'est absurde. Et là-bas, le Vlaams Belang dit nos gens d'abord. Voilà, si tu n'as pas la nationalité belge, on peut t'aider, mais pas. Donc vous dites celui qui n'a pas la nationalité belge, il ne peut pas avoir un logement social. Non. S'il y a des Belges qui ont besoin de ça, non. Donc vous allez faire la priorité, ceux qui ont la nationalité et les autres après. C'est de la discrimination. Très clair. Non, c'est pas de la discrimination. C'est les fameux accords de Washington. Il y a un moyen de discuter là-dessus.
ce n'est pas vraiment En fait, ce que nous disons dans le programme, c'est que nous voulons octroyer ces logements sociaux prioritairement, évidemment, aux nationaux, mais aussi à ceux qui ont contribué à la construction et au bien-être de notre nation. C'est-à-dire que la personne qui vient, qui est une nationalité étrangère, d'abord, vous serez d'accord avec moi qu'on obtient la nationalité belge un peu rapidement et qu'il faudrait peut-être, sur le modèle de ce que font les pays anglo-saxons, peut-être réfléchir à nouveau sur les conditions d'octroi de la nationalité. C'est possible, oui. Ensuite, évidemment, la conséquence de ça, c'est que celui qui, on parle ici dans un monde qui n'existe pas encore, qui est celui du Vlaams-Belang, mais donc si ces personnes viennent, souhaitent s'intégrer, s'assimiler, souhaitent participer à la vie active et sociale du pays, ils obtiennent au bout d'un moment leur nationalité belge et ensuite, bien entendu, ils ont tous les droits qui en découlent, et y compris de demander l'octroi d'un logement social. Mais il y a d'autres qui viennent avec leur bagage, avec leur diplôme et qui travaillent directement. Une fois arrivés sur le territoire, il y en a beaucoup, qui viennent avec des contrats, avec des grandes boîtes et des grandes sociétés. Mais s'ils travaillent pour des grandes sociétés, ils n'ont pas besoin d'entrer dans les logements sociaux. Mais il y a des personnes, peut-être au départ, qui vont introduire. Et vous savez qu'une demande de logement social, ça peut attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans. Donc voilà, la personne à la base, c'est un peu contradictoire en fait. C'est un peu contradictoire, je pense. Oui. Pourquoi ce serait contradictoire? Parce que ce sont des citoyens comme les autres. Mais nationalité ou pas nationalité, vous êtes ici résident sur le territoire pendant un certain temps. Oui, mais donc ça voudrait dire que le premier bonhomme qui arrive ici par des moyens parfaitement illégaux aurait droit à un logement social. Je ne parle pas d'un illégal. Hein. Non, un illégal malheureusement n'a droit à rien pour l'instant. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ce serait pas plus mal de d'abord... Mais quelqu'un qui a un titre de séjour et qui réside sur le territoire légalement. Nous pensons qu'avant de pouvoir jouir d'ailleurs aussi de la sécurité sociale dans le sens le plus large, mais aussi donc des logements sociaux, il faut d'abord tout de même montrer qu'on a la volonté de s'intégrer, de travailler, de créer, d'être dans cette société. On peut pas la donner comme ça de but en blanc. À l'école aussi, je veux dire, les enfants, on leur dit voilà, si tu étudies bien tu auras, ils seront récompensés. Je crois que tous les êtres humains partout sur la planète fonctionnent comme ça. C'est un petit peu la carotte, et le bâton et la carotte. Bon, si on vient, on reçoit tout, vous savez ce qui va se passer? Ils vont tout, alors, on y aura encore plus demain, mais on ne saura plus du tout. Vous savez, quand vous avez un gâteau pour 6 personnes, et que vous c'est très bien, pour 6 personnes, chacun aura un beau morceau, un beau gâteau. Mais si vous le coupez pour 200 personnes, il ne va plus rien rester, il ne va plus rester que 3 grammes par personne. Et donc là, il n'y a plus personne qui est servi. Et donc, soyons raisonnables, le gâteau de la sécurité sociale et de l'aide sociale et du logement social, en Belgique, et à Bruxelles en particulier, il est limité, il est passant. Bon, à un moment donné, il faut faire des choix. Et d'ailleurs, j'imagine, je n'en sais rien, que dans les foyers scarbécois ou autres, dans les sociétés de logements sociaux, j'imagine que des choix sont faits. Je ne les connais pas, c'est encore une de ces structures où nous n'avons pas de contrôle. On revient au début du débat, là aussi dans les logements sociaux, qui contrôle? Il y a d'ailleurs beaucoup de problèmes au niveau de logements sociaux à Scarbeck, surtout la salubrité, etc. Tout à fait. Bon, vous avez quelque chose à dire? Donc on passe aux seniors justement, donc vous parlez des personnes âgées, de la précarité, vous demandez au CPS d'intervenir justement pour garantir un accompagnement adéquat contre la pauvreté de ces personnes. Il y a beaucoup de musulmans à Bruxelles, il y a aussi beaucoup de seniors à Bruxelles, et il faut qu'on a une approche adaptée aux seniors, parce qu'en général on tient trop peu de compte des seniors à Bruxelles. Par exemple, on voit que aujourd'hui, on a beaucoup de besoin d'internet. Il faut savoir comment opérer un ordinateur pour faire beaucoup de choses, petites choses, même des petites choses à son propre commune. Et ça, il faut changer. Pour ça qu'on a le Vlaams-Belang dit qu'on a besoin d'un guichet spécifique pour les seniors aux communes. Là-bas, les seniors qui ne sont pas toujours favorisés avec notre société digitale, comme ça, ils ont un point
qu'ils peuvent aller pour demander leurs questions. Voilà. Donc, être aidé, oui. Et dans cette campagne électorale, moi personnellement à Schaerbeek, j'ai eu à 3 reprises l'occasion de voir des gens, des autochtones, qui étaient dans des conditions de pauvreté qui m'ont littéralement bouleversé. C'est vrai. Et je constate que, bien sûr, le personnel des CPAS, les assistants sociaux, sont cloués un petit peu sur leur siège parce que il y a un tel afflux journalier qu'ils ne peuvent plus aller de façon proactive à la rencontre d'eux. Je le regrette, et là je pense aussi qu'on doit, si on veut être vraiment une nation du 21e siècle et sur le plan social, il faut aller à la rencontre de ces gens. Ces gens-là me disent, mais personne vient nous voir, on vient rien nous demander, on sait pas, de temps en temps il y a quelqu'un qui fait des courses, mais ce ne sont pas forcément d'ailleurs des gens. C'est pas une situation généralisée. Hein. Non, heureusement. J'ai visité à peu près 100 foyers ces dernières 3 semaines. Il y en a quand même 5-6 cas qui étaient criants, vraiment terribles. C'est quand même beaucoup, je trouve. Oui. Parce qu'il y a des associations sur Schaerbeek aussi qui s'occupent justement des personnes âgées. C'est qu'ils ne vont pas les voir. C'est-à-dire que ce sont des associations où il faut que les gens viennent. Mais ici, les cas que j'ai vus, ce sont des gens qui sont eux-mêmes plus de 80 ans, il faut se déplacer chez eux. Voilà, ils savent pas. Ils ont un téléphone, ils savent même plus l'utiliser, ils savent plus comment ça fonctionne. Le digital, n'en parlons plus. Mais alors, il faut vraiment que on prenne la liste des gens qui habitent dans la commune. Et tous les plus de 80 ans, il faut 1 fois ou 2 par an aller sonner et demander comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez de malade? Vous avez une aide-soignante? On s'occupe de vous? On vous apporte le repas tous les jours ou pas? Et vous verrez, il y a matière à faire, il y a beaucoup de travail. Mais ça, il faut être proactif. Ces personnes ne sont plus capables de le faire d'elles-mêmes. Il faut vraiment aller les chercher. Et c'est ça l'idée de notre proposition. Bob, quelque chose à dire par rapport à ça? Donc on passe au point suivant, point 7. Donc vous parlez des communes où les jeunes ont leur place. Vous parlez de l'offre à destination des jeunes et particulièrement des jeunes néerlandophones qui est très insuffisante selon vous, c'est très insuffisante et qu'il faut que cela change rapidement. Et vous dites que la question, les quelques plaines de jeux où possèdent nos communes sont, vous m'avez écrit ça en français, c'est un peu au niveau syntaxe, communes sont souvent fréquentées et occupées par des jeunes au comportement agressif. Ouais. Donc voilà, donc vous dites qu'il faut s'occuper des jeunes et que éventuellement il y a des plaines de jeux et dans ces plaines de jeux là, donc il n'y a pas assez pour les néerlandophones et les quelques places pour les néerlandophones sont aussi fréquentées par des jeunes agressifs. Ce ne sont pas que les places pour les jeunes néerlandophones qui sont... Pour que je comprenne bien, voilà, je vous donne la parole. Non, ce qui est la vérité, c'est que les communes mettent toujours le focus sur les jeunes avec des problèmes. Et voilà. Mais il faut que les communes aussi investissent dans les jeunes tous les jeunes néerlandophones, francophones qui n'ont pas de problème et qui ont besoin d'un cadre d'organiser des choses. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a je vais reprendre ça. Non, en fait, c'est clair ici. Vous dites que toute la priorité toujours aux néerlandophones. Même dans des écoles, des plaines de jeux, on doit donner la priorité. Et vous dites non, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a presque rien aujourd'hui pour les jeunes néerlandophones. Il faut que ça change. Patrick? Oui, effectivement, moi je constate que la Flandre est un petit peu la vache à lait. C'est-à-dire qu'elle finance beaucoup, elle investit beaucoup, la Vlaamse Gemeenschap, comme ici notamment, et elle travaille d'ailleurs en symbiose avec les francophones, et en général, les efforts sont faits. Mais on constate effectivement, quelle est l'idée sous-jacente de ceci? C'est de dire que l'argent flamand qui est considéré comme bienvenu à Bruxelles, doit aussi, pour une part, tout de même, aider à promouvoir la jeunesse flamande. Pourquoi pas? Enfin, ça paraît pas absurde. Et donc, on est parfois, les néerlandophones de Bruxelles, sur ce plan-là, se sentent parfois mal servis, et donc nourrissent une certaine frustration, puisqu'au fond, c'est de l'argent flamand. Et voilà de quoi il s'agit. Mais il ne s'agit pas, bien entendu, de dire priorité aux Flamands.
Comment? Priorité, c'est ce qui est écrit. C'est prioritairement la jeunesse flamande. Oui, pour l'argent. Néerlandophone. Pour l'argent qui vient de Flandre. Pour le reste. Alors il faudra leur faire une déclaration universelle des droits de l'homme, rien que pour les Flamands. Non, ce qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est que même dans les écoles néerlandophones, il y a, et ça arrive beaucoup, il n'y a pas de place pour les enfants néerlandophones. Et ça, c'est bizarre. Ça ne tient pas debout, quoi. Ce qu'on dit là-bas, qu'il faut donner priorité aux élèves des parents néerlandophones, parce que ce sont des écoles néerlandophones. Mes amis flamands ont ce site particulier, c'est qu'ils ont parfois l'impression, en effet, qu'ils peuvent être rapidement submergés et disparaître dans la masse. De la masse, oui, c'est ça. En fait. Mais en réalité, ça n'est pas qu'un stéréotype. Tout à fait. C'est une réalité. C'est une réalité. Et que donc, ce sursaut revendicatif sur le bon usage des subsides flamands à Bruxelles est légitime. Il est légitime parce que s'ils ne l'exigent pas, ça va partir partout, sauf pour eux. Il faut octroyer ces subsides alors sous certaines garanties. Il faut réfléchir à créer un cadre pour tous ces investissements venus de l'Europe, du fédéral, de la région et du local, pour voir comment on peut le gérer de telle sorte qu'il n'y ait pas de laisser pour compte dans la distribution des subsides. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez rajouter si vous voulez. Ça va. Donc il nous reste 2 points, comme on n'a plus beaucoup de temps, parce qu'on a déjà presque terminé l'émission. Donc vous parlez ici des communes ouvertes sur la culture, et vous parlez aussi, vous dites les centres communautaires néerlandophones ont perdu le nord à Bruxelles. Ouais. Comment ça? Parce que les centres les centres communautaires néerlandophones à Bruxelles, ils sont là pour donner une place aux néerlandophones à Bruxelles pour la culture néerlandophone, etc. Mais ce qu'on voit est que les centres, pas tous, mais il y a beaucoup de centres à Bruxelles qui ne font que ça. Non, qui ne font plus ça, désolé, qui ne font plus ça. Par exemple, ils donnent des cours arabes, par exemple. Ça, c'est bizarre. En français. Et ça, on dit non. Les centres culturels néerlandophones sont là pour des activités en néerlandais pour des néerlandophones. Bien sûr que les francophones sont bienvenus. Hein. C'est l'argent du flamand. La culture flamande, de Vlaamse est une gemeenschap. culture minoritaire dans le monde. Et donc, elle a besoin, plus que d'autres, de se défendre. Et elle a les moyens de se défendre. Personne ne peut le lui en vouloir. Elle fait ce qu'elle doit faire pour défendre sa culture, ses traditions, son enracinement et tout ce qu'elle peut nous apporter. Moi, j'ai découvert à travers la culture flamande une culture fabuleuse, une littérature extraordinaire. Donc, je suis partisan de ce que tous les Bruxellois francophones s'intéressent un peu plus à la culture flamande de façon générale. Et moi aussi. Ah bien voilà. Expliquez le côté Nederlands, c'est pas tout en écoute. Ah oui, voilà. Donc le 10e et le dernier point, donc les communes viables. Donc vous dites que Bruxelles est sale. Oui, c'est la vérité. Il y a beaucoup d'illégaux. Vous dites que il faut vraiment qu'on s'occupe de Bruxelles parce que Bruxelles mérite mieux que cela. Oui, les déversages illégaux. Déversages d'illégaux, ça veut dire qu'il y a vraiment une vague marée d'illégaux. Voilà. Bah, évidemment, ça dépend un petit peu par quartier. On ne peut pas généraliser. Vous avez raison de sourire. Et je vous suis là-dessus. Mais le constat général, moi, je vais souvent aux Pays-Bas parce que je vais acheter du poisson. Il y a du très bon poisson et moins cher qu'en Belgique. Et donc, je vois quand j'arrive, je vois la propreté. Je vois la netteté des gens en Flandre. Alors, dès qu'on rentre en région bruxelloise, on voit la différence. Enfin, on la voit tous. Je veux dire, c'est pas, j'invente rien. Et on se dit, mais comment est-ce possible? Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles? Je pense, pour ma part, que c'est un problème d'organisation. Mais il faut y réfléchir. Mais je n'ai pas encore vu de grands débats sur la question. On n'a jamais consulté personne sur la fréquence du ramassage. On n'a jamais interpellé les électeurs sur des questions de pourquoi ne pas ramasser les poubelles la nuit, par exemple, comme on le fait dans toutes les grandes capitales européennes. Sur la manière dont on pourrait
poursuivre de façon plus forte ceux qui viennent de province, que ce soit de Flandre ou de Wallonie, et qui à l'entrée de Bruxelles déposent leur sac. On connaît le phénomène. Oui, bien sûr, les dépôts disent ça. Bah voilà. Et donc c'est une question d'organisation, c'est un problème de structure et de volonté politique. Volonté politique est nécessaire. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec Patrick et moi je veux dire encore une fois, le déversage illégal doit être sanctionné très lourdement. Et voilà. Mais maintenant, comment gérer ça, la question des illégaux, par exemple? Comment on peut gérer ça? Le déversage illégaux. Hein? Le problème des déversages illégaux. Ah oui. Non, je parle des illégaux. Des illégaux. Des personnes illégales. Des personnes illégaux. Ah, il faut fermer les frontières. Ouais. Tout simplement. Il faut fermer les frontières et il faut arrêter les gens qui sont illégaux ici à Bruxelles. Il faut les arrêter. Il faut pas seulement donner un petit papier qui dit il faut quitter le territoire. Non, il faut les renvoyer. On oublie. Ouais, c'est un délit. Si moi je ne paye pas mes impôts, si vous ne payez pas vos impôts, vous allez voir quelque chose. Hein. Tout à fait. On va vous dire, écoutez, surtout en Belgique, ça va pas durer longtemps. Par contre, ici on a des gens qui ne respectent absolument que loi, qui viennent ici de façon illégale, qui donc subviennent à leurs besoins de façon forcément illégale. Qui apportent peut-être ici, je ne sais pas, on peut l'imaginer, des maladies qui avaient chez nous disparu, on peut imaginer beaucoup de choses, et donc, non, il faut commencer par fermer les frontières, il faut remettre en question Schengen, et là le débat se porte au niveau européen, bien entendu. Ils sont en train de réfléchir à l'harmonisation. On nous a vendu, rappelez-vous, on nous a vendu Schengen en nous disant plus de frontières intérieures et on va défendre les frontières extérieures. Et on a inventé un petit bazar qui s'appelle Frontex. Vous savez comment c'était financé Frontex? Non. Sur les participations financières des États membres sur base de leur bonne volonté. On est bien parti. Bon, ça peut changer maintenant, légèrement. Donc vous voyez que le problème est extrêmement complexe. Tout ce qu'on peut dire au niveau communal, puisqu'il s'agit d'élections communales, c'est que, qu'on le veuille ou non, ils sont là. Ils débarquent, ils sont là, et on n'a pas envie de les voir. Eh ben, il faut agir. Ok. Voilà. Ah ben, je vous donne le dernier mot. Donc, vous allez vous adresser aux électeurs pour expliquer, pour les convaincre pourquoi voter Vlaams Belang. Ça dépend, mais à Berchem-Saint-Agathe, si vous voulez une commune propre, sans jeu politique, où la vie est agréable et sans les problèmes de grandes villes, il faut voter Vlaams Belang. Ça, c'est à Berchem-Saint-Agathe. Voilà. À Schaerbeek comme ailleurs, si vous en avez assez d'hommes politiques qui se servent avant de servir, il faut voter pour le Vlaams Belang. Patrick, merci. Bob, merci. Madame, monsieur, c'est ici que se termine notre émission de ce soir et à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.